Olivier Bonfond, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes chercheur et conseiller au CEPAG, le Centre pour l'éducation populaire André Genot. Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour que vous nous aidiez à faire toute la lumière sur un vampire qui est extrêmement dangereux et qui nous menace toutes et tous en tant que citoyens belges et européens pour l'instant. Et ce vampire, c'est le traité budgétaire européen. Alors, petite explication pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce traité budgétaire européen ? Alors le traité budgétaire est un traité qui est signé entre 25 États membres de l'Union européenne. Il est composé de 16 articles et globalement il fixe des nouvelles règles de discipline budgétaire. Alors les deux articles les plus importants dans ce cadre, ce sont les articles 3 et 4. Alors en deux mots, l'article 3, il oblige les États à avoir un déficit budgétaire de maximum 0,5% du PIB, contrairement à avant les critères de Maastricht qui demandaient 3% du PIB. L'article 4 oblige les États européens qui auraient une dette en pourcentage du PIB supérieure à 60% de mettre en place des politiques concrètes qui visent à réduire le plus rapidement possible cette dette publique globale et la ramener très rapidement à hauteur de 60%. Et par ailleurs, les autres articles, en fait, c'est très important de le savoir aussi, renforcent le caractère contraignant de cette discipline budgétaire. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, un État qui ne respecterait pas les critères pourrait se voir directement sanctionné par l'Union européenne, soit en devant appliquer des politiques d'austérité supplémentaires qui sont fixées, qui seraient imposées par la Commission européenne, qui, rappelons-le, n'est pas une institution démocratique, soit devrait payer directement des amendes financières. Et en quoi ce traité est-il une menace directe pour nous, la population, en général ? Ce traité est effectivement très dangereux. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de ce traité, il y a l'austérité budgétaire. Or, l'austérité budgétaire, on l'a déjà appliquée, ce n'est pas nouveau. Par exemple, pendant 30 ans, après la crise de la dette de 1982, l'ensemble des pays du Sud ont appliqué l'austérité budgétaire. Et quels sont les résultats après 30 ans de politique d'austérité ? C'est le désastre à tous les niveaux. Explosion des inégalités, explosion de la pauvreté, augmentation de la dette, augmentation de la destruction de l'environnement et d'un point de vue économique, c'est un désastre également. Alors, les pays de l'Union européenne appliquent également cette austérité. Il est intéressant de voir les résultats pour les pays qui l'appliquent de manière très forte depuis quelques années. La Grèce en est à son 10e plan d'austérité. Depuis 2009, le produit intérieur brut de la Grèce a diminué de 20%. Le taux de chômage en Grèce atteint des niveaux historiques. On en est maintenant à plus de 27% pour le taux de chômage. L'Espagne a un taux de 22% de taux de chômage. Et pour la jeunesse, parce que ça c'est important aussi de le mettre en avant, c'est un taux de chômage dépassant les 50%. Idem pour l'Italie, idem pour le Portugal, qui pourtant a été considéré comme un très bon élève. Alors l'Allemagne, la Belgique, la France, bien que la situation soit moins dramatique que pour ces pays-là, appliquent les mêmes politiques et sont en train d'être touchés de plus en plus directement par ces pays. Et il faut bien comprendre que si on s'obstine dans cette direction, les choses vont se dégrader. Et ce n'est qu'un début, parce qu'en fait, on ne le dit pas assez, mais ce traité budgétaire qui est voté au niveau européen, il va avoir des conséquences directes sur les conditions de vie des gens, jusque dans les plus petits villages, parce que, y compris les communes, vont devoir respecter ce traité budgétaire. Et donc, l'austérité va s'abattre partout, en termes de gel des salaires et de dégradation de tous les services publics, jusque dans les plus petits villages partout en Belgique. Donc, vraiment, il faut avoir une conscience que ce traité va avoir des conséquences désastreuses, à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Mais alors pourquoi les parlementaires de ce pays sont-ils prêts à voter un traité qui condamne les populations à l'austérité et à la casse sociale, à votre avis ? Donc effectivement, les parlementaires, non, la région flamande a déjà ratifié le traité. Les autres parlementaires du gouvernement wallon et de l'État fédéral s'apprêtent aussi
à le voter. Il est plus que probable que dans les semaines à venir, ils vont le ratifier. Il y a quelques voix dissidentes, il y a des critiques qui ressortent, etc. Mais globalement, on peut être presque sûr que, sauf changement radical de situation, ils vont voter le traité. Alors, l'argument qu'ils utilisent, globalement, il n'y en a qu'un. Ils disent, si on ne vote pas le traité, eh bien, lorsqu'on sera en situation de crise financière, on n'aura pas droit à un soutien financier du mécanisme européen de stabilité, le MES. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ils posent l'hypothèse que c'est sûr qu'ils vont être dans une situation de crise financière, ils n'imaginent pas d'autre voie. Et par ailleurs, quand on analyse ce qu'est concrètement le mécanisme européen de stabilité, on se rend compte qu'en fait, c'est un fonds monétaire au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier des aides du MES, il faudra obligatoirement appliquer encore plus des politiques d'austérité qui ne fonctionnent pas, qui n'ont jamais fonctionné nulle part et qui ne vont pas fonctionner. Donc il faut se dire, mais alors les parlementaires, en fait, ils votent ce traité pourquoi? Alors, soit c'est par soumission à l'égard de la finance, ils disent, bon, peut-être on ne doit pas voter ce traité, mais la finance est trop importante, ou alors par aveuglement idéologique. Ils croient, malgré que la réalité leur montre jour après jour qu'ils ont tort, que ce n'est pas grave, il faut continuer à appliquer cette politique. Mais donc je pense que toutes celles et tous ceux qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent, se disent la même chose. Il faut de toute urgence rejeter ce traité, refuser de le voter. Mais est-ce que c'est encore possible? En tout cas, ils ne l'ont pas encore voté. Donc ils s'apprêtent à le voter. Ils le disent, ils le confirment, nous allons voter ce traité dans les semaines qui viennent, mais ils ne l'ont pas encore voté. Et donc, et c'est une bonne chose, il y a toute une série de citoyens et de mouvements sociaux, syndicaux, d'associations, qui essayent d'élever la voix pour dire il ne faut absolument pas voter ce traité. Et je crois que tout citoyen, effectivement, doit prendre part à ce travail. N'attendons pas que les autres s'en chargent. Nous devons imposer un référendum, imposer au minimum un débat public sur la question. On ne peut pas laisser des parlementaires qui sont censés représenter nos intérêts voter sans aucune consultation populaire, sans aucun débat public, un traité qui apparemment va, et très probablement, va nous plonger dans la récession et dans la précarité et va dégrader les conditions de vie de tous les citoyens belges. Les parlementaires sont censés représenter les intérêts de la population belge. Il est tout à fait scandaleux qu'ils votent un tel traité. Donc nous devons absolument, aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, mettre une pression maximum pour que le débat arrive sur les grands médias, la RTBF, RTL, dans les grands journaux, et pour qu'il y ait enfin une plus grande transparence et que les citoyens peuvent réellement se prononcer sur cette question. Alors, imaginons que, malheureusement, ce traité soit quand même voté par les différents parlements en Belgique. Est-ce que ça veut dire qu'on sera définitivement, tous et toutes, condamnés aux politiques d'austérité et aux diktats de la Commission européenne? C'est ce que certains voudraient, mais il ne faut pas oublier une chose qui est fondamentale, c'est que les politiques concrètes, les politiques économiques qui sont mises en place dans un pays sont le résultat de choix et de décisions politiques. Donc si on prend une décision politique, il est toujours possible d'en prendre une autre par ailleurs, de revenir en arrière ou de poser d'autres choix politiques et économiques. Et donc il ne faut pas tomber dans la logique de la fatalité et se dire « bon, une fois que c'est voté, on n'a plus rien à faire ». Non, il est très important d'avoir conscience que nous sommes à un tournant de l'histoire. L'austérité est en train de s'abattre sur tous les peuples européens. Mais il y a des alternatives. L'austérité n'est pas une fatalité. Non seulement il faut donc critiquer très durement et très fortement l'orientation qui est prise aujourd'hui, parce que c'est une très mauvaise orientation politique et économique, mais il ne suffit pas simplement de critiquer pour critiquer, il faut proposer une autre voie. Et là, bonne nouvelle, beaucoup d'économistes européens, belges, wallons, flamands, affirme et montre avec des chiffres à la clé qu'il est tout à fait possible de mettre en place une série d'autres alternatives qui permettraient radicalement de changer la situation. Et non seulement d'équilibrer éventuellement les comptes de l'État, mais ce n'est pas l'objectif fondamental, mais surtout améliorer les conditions de vie de tous les citoyens belges et européens. Un audit de la dette.
et le refus de rembourser toute dette illégitime. Des mesures de justice fiscale qui permettraient sans aucun problème d'augmenter radicalement l'argent qui rentrerait dans les caisses de l'État. 10 milliards, 20 milliards, 25 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'État, sans faire de grandes révolutions, mais en mettant en place quelques mesures concrètes fiscales, permettrait non seulement de ne plus appliquer l'austérité, mais avoir des ressources supplémentaires pour augmenter les salaires, augmenter les retraites, augmenter les allocations de chômage, créer des emplois de qualité, socialement utiles, écologiquement viables, investir de manière massive dans les énergies renouvelables et enfin avancer vers une autre société beaucoup plus juste socialement et écologiquement qui tienne le coup. Alors, pour que tout cela se mette en place, c'est clair que nous, citoyens, à la fois de manière individuelle mais surtout de manière collective, en intégrant des dynamiques collectives, on doit agir pour construire un grand mouvement social qui est puissant, organisé, mobilisé et qui ne revendique pas comme ça simplement de manière abstraite la grande révolution, mais qui pose des revendications concrètes, claires et précises et qui, comme dans toute démocratie réelle, exige de la part des gens qui sont censés représenter les intérêts de la population que ces représentants-là appliquent concrètement ces politiques.